Nous allons passer immédiatement la parole au président de l'association pour son intervention. Je remercie vraiment tous ceux qui ont pu se déplacer, les représentants des institutions, de la gendarmerie, de la douane, de la brigade de répression des fraudes du ministère du Commerce. Je remercie particulièrement le chef de département de sociologie du ministère Yaoundé 1, le professeur Armand Leka Essamba, pour l'amitié qu'il nous fait d'être présent ici. On espère qu'entre-temps, d'autres intervenants vont arriver. On en a invité à peu près une dizaine des institutions et à peu près le même nombre de la société civile. On savait que ça allait être un peu difficile avec les institutions parce qu'on n'est pas très connu. Et on partait du principe que n'étant pas très connu, toutes les institutions ne se précipiteraient pas. On est quand même content que quelques-unes aient accepté de se rendre à cet événement. On pense qu'avec les rapports qu'on va produire à l'issue de l'événement, peut-être la prochaine fois, tout le monde répondra favorablement à notre invitation. Je suis titulaire d'un doctorat en criminologie que j'ai obtenu à l'université de Hambourg en Allemagne et à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Et donc quand j'obtiens mon doctorat, je viens au Cameroun, il y a un recrutement spécial, je veux postuler, il se trouve qu'il n'y a pas de criminologie comme filière. Et donc, ayant fait sociologie, je me demande ce que je fais. Est-ce que je ne vais pas postuler en sociologie ou j'abandonne tout simplement? Et donc, avec quelques amis, on a réfléchi à la situation, on s'est dit que la criminologie n'est pas une si mauvaise filière que cela. Et si elle est institutionnalisée ailleurs, et si elle est utilisée ailleurs, c'est peut-être parce qu'elle apporte des choses à la société. Et on s'est donc dit qu'on devait mettre sur pied un centre de recherche pour promouvoir la discipline, pour mettre au devant de la scène la plus-value qu'elle peut contribuer à la résolution des problèmes de société que nous rencontrons. Mais ici, on a un site internet avec les membres qui sont sur le site, tout le monde peut jeter un coup d'œil. Et voilà, ça c'est pour le contexte général. Maintenant, pour ce qui est de cet événement en particulier, on a voulu faire un séminaire qui est utile. On aurait pu faire une cérémonie de lancement simplement où on se présente, où chacun dit ce qu'il sait faire, mais ce n'était pas nécessaire. Personne n'en aurait rien bénéficié. Donc on a voulu faire un truc qui est spécifique, qui porte sur un problème de société qui est concret, en partant du principe qu'à partir de cela, on peut mettre en avant la plus-value de la criminologie. Donc on a pensé donc à faire cet atelier sur le crime organisé, et on a été aidé par un rapport qui a été publié récemment par le Organized Crime Index in Africa, qui est un index qui en fait est produit par un programme qui est financé par l'Union européenne, dans lequel ils essaient un peu d'attirer l'attention sur la situation du Cameroun, qui n'est pas très grave, mais qui néanmoins est préoccupante. Et donc il faudrait qu'on s'intéresse un peu, qu'on regarde de près ce qui s'y passe. Malheureusement, quand on regarde dans la littérature, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de travaux scientifiques sur le crime organisé au Cameroun. On a des travaux sur les coupeurs de route, on a quelques travaux sur la piraterie maritime de Golfe de Guinée, mais ça s'arrête là. Pourtant, le crime organisé est vraiment complexe et ça touche à un certain nombre de domaines, parmi lesquels la fraude, par exemple, sur les marchandises, la contrebande des marchandises, la contrebande des produits interdits. Vous avez vu la note conceptuelle. On l'a voulu assez court pour que tout le monde puisse aller jusqu'au bout pour comprendre les enjeux. Et donc, c'est un peu ça le contexte. J'ai parlé de la violence, et la violence a ceci de particulier que elle se propage, elle a un effet de contagion.
Et donc, quand le crime organisé qui utilise beaucoup les ressources de la violence, quand on le laisse s'installer dans un environnement, la violence devient une norme, ça devient quelque chose d'acceptable. Tout le monde pense qu'on peut pas faire la violence. Et donc, ça a des conséquences en termes de santé publique. Donc, je vais m'arrêter là, on aura le temps de continuer, pour que ce ne soit pas trop long. Et on va donner, pour le mot de bienvenue, à ma suite, il y a le professeur Christine Henschel de l'Université de Hambourg, qui m'a encadré en thèse et qui soutient beaucoup notre initiative, elle nous encourage beaucoup dans notre démarche. Et donc, elle a accepté de dire un petit mot. Merci à Dr. Damitiva pour l'invitation à participer à ce séminaire de l'African Center for Crime and Security Studies sur la criminalité au Cameroun. Et ce que le centre essaie d'établir me paraît un objectif très très important et intéressant, et j'aimerais vous féliciter déjà maintenant pour cette démarche, et félicitations aussi à Dani pour son doctorat excellent sur la justice populaire au Nigeria dans le cadre de notre doctorat in Cultural and Global Criminology. Je vais dire quelques mots en français et je vous prie de m'excuser pour mon français un peu gelé. Et j'aimerais partager quelques idées pourquoi je pense que la criminologie, et plus particulièrement la criminologie critique, est une discipline intéressante quand elle est appréhendée à l'intérieur des sciences sociales. Peut-être comme une petite sœur de la sociologie. Et aussi qui pourrait être intéressante aussi au Cameroun. Considérons par exemple la question de la sécurité et de l'insécurité. Comment peut-on promouvoir la sécurité humaine pour tout le monde au Cameroun, peu importe la couche sociale, le groupe ethnique ou religieux, le genre, l'âge ou la génération, et aussi le lieu d'habitation, quartier riche et banlieue, centre, ville et périphérie, ville et village, particulièrement dans une crise pandémique qu'on a vécue. J'ai moi-même fait des recherches sur la sécurité urbaine en Afrique du Sud, et ce qui m'avait marqué, entre autres, c'était que ceux qui avaient de l'argent, les riches donc, se cloîturaient contre l'extérieur en construisant une barrière toujours plus haute et infranchissable, et en ayant recours à des compagnies de sécurité privées. Dans les quartiers pauvres, les communautés se protégeaient en créant des groupes de vigilance et d'autodéfense. Je crois qu'une bonne criminologie est capable de comprendre ces dynamiques de polarisation dans la provision de la sécurité, où la police de l'État n'est ni l'unique ni le plus important pourvoyeur de la sécurité. Une approche que j'ai vue avec mes collègues en Afrique du Sud, c'était de réunir les membres d'une communauté locale dans une démarche participative, d'identifier avec eux leurs besoins en matière de sécurité. Des questions étaient très simples, du genre « Qu'est-ce que la sécurité pour vous? De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir plus sûr en rentrant seul chez vous la nuit? La présence de la police est-elle pour vous un facteur de sécurité ou d'insécurité? Y a-t-il dans votre quartier des activités, lieux ou environnements qui causent ou encouragent la délinquance chez les jeunes, etc. » L'exemple du Sud-Africain a montré que, bien mené, ce type de démarche pouvait déboucher sur des programmes qui améliorent substantiellement le sentiment de sécurité et le sens collectif chez les populations. Un autre thème prometteur de la criminologie critique est la question de la criminalité et de la marginalisation. Il s'agit ici de ne pas seulement se demander qui sont les victimes criminelles de rue et comment mieux les rattraper et les punir, mais d'élargir la perspective en se demandant quels sont les problèmes sociaux qui entourent, par exemple, la consommation de la drogue, de l'alcool ou encore de la pornographie chez les jeunes et chez les adultes. Quels sont les problèmes sociaux qui sous-tendent la violence illégitime et illégale, notamment contre les femmes et les enfants, et dans le cadre des phénomènes comme la justice populaire? La criminologie critique peut aussi aider le Cameroun à atteindre ses objectifs en matière d'égalité de genre grâce à ses perspectives féministes. Les courants de la criminologie féministe me paraissent très importants pour une société très jeune comme la vôtre.
parce qu'ils s'intéressent au rôle des stéréotypes féminins ou masculins dans les représentations de la criminalité. Ces courants sont aussi importants pour comprendre la surreprésentation des hommes et des garçons dans la violence et le crime. Quelle relation y a-t-il ici avec certaines cultures et normes de la masculinité et comment sont-elles aussi essentielles pour comprendre les dynamiques de la violence domestique, même si on n'en parle pas assez en public peut-être. La lutte contre la dégradation de l'environnement peut aussi bénéficier de l'expertise de la criminologie. Il y a un courant très intéressant de criminologie environnementaliste qui est important dans notre temps de crise climatique et de la réduction dramatique de la biodiversité. Il n'est certainement pas nécessaire de vous rappeler qu'un des plus grands penseurs qu'on a au niveau mondial aujourd'hui, Achille Mbembe, a né et grandi au Cameroun. La perspective postcoloniale encourage donc les penseurs africains à contribuer aux discussions internationales avec les perspectives de chez eux, du Cameroun, donc pour ce qui est du groupe. ACCSS africain a définitivement un pas dans cette direction et je vous félicite et vous encourage dans cette démarche de promouvoir une connaissance plus profonde de la société camerounaise vis-à-vis des questions de criminalité et insécurité d'une part et de contribuer aux discussions internationales sur ces thèmes d'autre part. Merci pour votre attention. En fait, mon propos ici, cette matinée, va être juste, j'allais dire une parole protocolaire. Certes, je suis ici comme en partie chef de département de sociologie, le département qui a en quelque sorte enfanté à la science d'Anitiwa avant qu'il ne rejoigne d'autres avenues, notamment dans le domaine spécifique de la criminologie qui partie nous rassemble ce matin. Mais en même temps, je suis moi-même à la tête d'un laboratoire qui collabore avec lui dans le cadre du travail qu'il a engagé aujourd'hui. D'ailleurs, une part de cette activité va être délocalisée demain à l'université de Yaoundé 1, donc au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1, où nous on va réfléchir sur les sciences sociales et comment est-ce qu'elles peuvent se saisir de la criminologie à partir d'une perspective interdisciplinaire avec Mathias Onangini, avec Tono Chini, le criminologue aussi de Yaoundé 2, avec Toudé Bodé et les autres, devant un public un peu plus spécifique, un peu plus homogène, puisqu'il s'agit des jeunes chercheurs, des étudiants. Donc cette partie, je tiens à nous saluer, à nous féliciter pour avoir imaginé en quelque sorte ces ponts de collaboration entre des acteurs qui sont impliqués sur ces phénomènes de criminalité. Et je crois que ces ponts de collaboration sont tout à fait utiles parce que bien sûr il faut lutter contre le crime organisé, il faut travailler à imaginer des normes pour que les victimes se sentent prises en compte, mais vous savez également qu'il est aussi important, avant de lutter contre un phénomène, de bien le penser, de penser ses contours, d'interroger de manière factuelle, de le documenter. Et donc c'est dans cet esprit que nous travaillons un peu ensemble. Et c'est pour ça que je salue l'implication des acteurs autant de la société civile que des acteurs impliqués dans les processus de répression des phénomènes qui sont ici en débat. S'il y a une chose qui est vraie avec le crime organisé, c'est que c'est un phénomène particulièrement difficile à définir. On va le voir tout à l'heure. Donc, vous pouvez tourner la première page de votre document, de votre PowerPoint. Je vais rapidement parler du crime organisé en 4 étapes. Je vais rapidement donner quelques définitions, notamment insister sur les difficultés qui a défini le crime organisé. Dire un peu comment ça structure, comment ça s'organise généralement, ce que nous savons à partir des études qui ont été menées ailleurs sur le crime organisé. Ensuite, je vais dire quelques mots sur comment est-ce qu'on peut comprendre le crime organisé d'un point de vue théorique. Et enfin,
on va un peu discuter de la question du crime organisé au Cameroun, de ce qui au Cameroun apparaît clairement comme étant des phénomènes de criminalité organisée. La dernière articulation, c'est le crime organisé au Cameroun. Et donc j'ai fait, on va dire une étude, on va dire une espèce de, j'ai un peu survolé un peu l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment des études sur la question au Cameroun. Et donc j'ai identifié quelques phénomènes qui me semblent être les phénomènes de criminalité organisée qu'on vit actuellement au Cameroun. Donc je vais juste les lister, on ne va pas trop se prendre là-dessus parce qu'en atelier tout à l'heure, on va discuter ensemble de la typologie des crimes organisés au Cameroun. Donc il y a par exemple le trafic des substances interdites, le tramadol, le cannabis, on appelle le chanvre indien. Si vous suivez le canal de temps en temps, on va vous dire qu'on a saisi un sac de cannabis quelque part à Bouddha ou bien sur la route de Bafoussam, je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est un phénomène qui existe. Il y a la contrefaçon des produits de consommation, les liqueurs, les spiritueux, mais aussi les matériaux de construction, tout ce qui est utile, tout ce qui est fabriqué peut être contrefait, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur la société. Si vous achetez du mauvais fait, vous avez besoin qui se pose, qui est responsable. Donc il y a ce phénomène-là qui est un phénomène de crime organisé parce qu'il faut que quelqu'un fabrique ce matériau-là, que quelqu'un le transporte, que quelqu'un le vende, que quelqu'un le mette dessus, qu'il est conforme ou qu'il n'est pas conforme. Il faut même que les autorités soient impliquées parce que parfois on vient contrôler, le matériel n'est pas conforme, on dit qu'il est conforme. Donc forcément on voit qu'il y a une organisation qui sous-tend ce type de criminalité. On a la contrebande des marchandises, le fait que les marchandises entrent sans avoir été enregistrées par la douane. On a le trafic des armes à feu, le trafic de carburant, relaté notamment en provenance du Nigeria. J'ai des amis qui m'ont dit qu'au Grand Nord, c'est quasiment ce carburant que tout le monde utilise. C'est un problème qui a déjà causé ses morts récemment à la falaise des Champs. Donc c'est un problème de crime organisé qui mérite une attention. On a le trafic des espèces animales et les espèces végétales protégées. Les pangolins, les ivoires d'éléphants, entre autres choses, les singes protégés. On a la cybercriminalité, notamment les jeunes qui vendent des pièces soi-disant d'art chez Internet à des touristes, alors que c'est on va dire des objets qui ne valent pas grand-chose. On a l'escroquerie en ligne. Vous recevez souvent des emails des gens qui disent qu'ils sont au Bénin, ils ont beaucoup d'argent, ils souhaiteraient vous donner leur héritage. Quelquefois ça vient du Bénin, quelquefois ça vient aussi du Cameroun. Nous savons qu'il y a dans les villes, notamment de Douala, de Bafoussam, des jeunes qui s'attendent à cette pratique-là. Au Nigeria, ils sont appelés les Yahoo Boys. Parce qu'au départ, il y avait Yahoo qui venait d'arriver. Le moteur de recherche, Yahoo, la boîte lettre. Et donc, c'est devenu leur nom parce que passer le temps à envoyer des emails par Yahoo. On les appelle les Yahoo Boys. Donc, à côté, il y a des mouvements financiers illicites. Malheureusement, les gens de nos amis de la ville ne sont pas venus. C'est pour ça qu'on les avait invités. Ah, c'est la nuit. Ah, désolé. Je ne vous l'avais pas vu. Donc, on aura le temps de voir un peu comment ça se manifeste là-bas. On n'a pas la prétention à ACCSS de maîtriser la criminalité financière ou alors les flux financiers au niveau technique. Mais nous pensons que nous avons l'expertise pour contribuer à une meilleure compréhension du contexte, de l'environnement, notamment de la situation différentielle, notamment du contexte dans lequel les gens apprennent. Voilà, si vous avez de l'argent à faire évader, à faire envoyer à l'euro, pour que quelqu'un montre comment ça se passe. Ça, c'est des phénomènes sociologiques que nous avons contribué à mieux comprendre. Merci, Dr Dani, d'avoir fait cette présentation qui présente de façon générale la situation du crime organisé dans le monde. Mais j'aurais souhaité qu'on soit un peu plus concret avec des cas pratiques au Cameroun, parce que certaines théories que vous avez évoquées là tout à l'heure et certaines situations au niveau de la structure, etc., peut-être n'épousent pas la forme camerounaise. Déjà, atelier très intéressant parce que lorsque nous essayons de jeter un regard sur la société camerounaise, on constate que c'est une société de crime généralisé, c'est-à-dire le crime est à tous les niveaux. Et lorsqu'on regarde ce crime à tous les niveaux, on constate que de la petite cellule familiale à la société, jusqu'au sommet de l'État, il y a crime. Et moi, j'aurais voulu que on essaie un peu de s'appesantir sur le cas des petits secteurs au niveau du Cameroun pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que les crimes organisés qui peut-être, à mon sens, à mon avis, ne pourraient pas peut-être épouser la structure que vous avez donnée, parce que vous avez cité tout à l'heure la mafia américaine, italienne, etc. Peut-être qu'à mon sens, on ne voit pas ça peut-être ici au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure que pour qu'il y ait crime, il faut 3
il y a le nombre, il y a la durée, etc. Alors qu'il y a des crimes qui se passent sans qu'il y ait de nombre. Que direz-vous du cas du petit vendeur d'avocats qui a déjà l'idée de chauffer de l'eau pour faire mûrir son avocat? Moi, je pense que peut-être pour que notre atelier soit pertinent aujourd'hui, on a la douane, on a la brigade nationale de contrôle de répression, on a la police judiciaire, on a tout le monde, tous les acteurs. C'est essayer de contextualiser le crime organisé au Cameroun, qui peut-être n'épouse pas la forme occidentale. Dans le vocable crime organisé, évidemment il y a crime et puis il y a organisé. Organisé, c'est pour distinguer une forme particulière de criminalité. Donc la criminalité ordinaire, ça existe. Ce n'était pas l'objet de la télé. On n'avait pas vocation aujourd'hui à analyser toutes les questions de criminalité qui existent, qui sont très nombreuses. Vous en avez énuméré un grand nombre, mais il y en a encore beaucoup, énormément même. Le but n'est pas non plus nécessairement d'expliquer le crime ou le crime organisé au Cameroun. Pas encore. J'ai bien écouté que vous avez fait certains terrains où vous avez dit des choses. Moi, j'en suis, ça me réjouit de savoir que vous avez quelques informations empiriques. Moi, je n'ai pas voulu, dans la présentation-ci, parler des choses sur lesquelles je n'ai pas fait de recherche. En réalité, cet atelier a pour but de définir un agenda de recherche. Je pars du principe, à titre personnel et au niveau de l'ACCSS, on part du principe que nous ne connaissons encore rien sur le crime organisé au Cameroun. Nous ne connaissons absolument rien. On peut faire des hypothèses, on peut avoir des intuitions en fonction de ce qu'on a entendu à la télé, de ce qu'on a entendu de la bouche d'un enfant. Mais il faut, si on veut que ce soit vraiment utile, ces intuitions-là, aller au-delà et faire des recherches spécifiques pour vraiment caractériser ces phénomènes. Publier des textes qui sont travaillés, qui sont raisonnables, qui bénéficient de l'expertise, que ce soit locale ou internationale. De sorte qu'on soit certain que, de sorte que ceux qui vont ensuite être en charge de lutter contre ces phénomènes-là aient des outils concrets qui guident leur action. Donc, ce dont j'ai parlé au niveau international, je l'ai fait un peu rapidement et à contre-cœur d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu parler du crime organisé au Cameroun spécifiquement. Mais si vous connaissez un travail qui a été fait là-dessus, moi je suis preneur. Mais j'ai regardé, je vous ai dit, ce que j'ai trouvé qui renvoie à cette catégorie de criminalité, c'est les coupeurs de route dans le Grand Nord. C'est des textes qui sont déjà assez vieux et qui avaient été analysés avec des perspectives plutôt sociologiques. Bon, la sociologie et la criminologie sont assez proches, mais il y a dans la théorie sociologique certaines qui sont spécifiques au phénomène de la criminalité. Mais je suis très content que vous ayez mentionné ces points. Mais j'insiste juste pour dire que on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la criminalité au Cameroun aujourd'hui. Vraiment, on n'a que deux objectifs. Tout à l'heure, quand on va revenir à l'atelier, c'est s'entendre plus ou moins sur ce qui est prioritaire comme crime organisé au Cameroun, pour qu'on puisse diriger les efforts vers ce qui est le plus urgent. Et ensuite, avec les institutionnels, voir à peu près ce qu'ils ont comme difficulté sur le terrain, pour quand ils essaient de résoudre ce problème-là. Peut-être qu'une des difficultés même c'est le manque de connaissances. Peut-être que quelqu'un va nous dire là que bon voilà, justement, non, on veut récemment, on ne sait pas comment ça se passe, on a des trucs qu'on ne comprend pas. Ou alors peut-être qu'ils ont des compréhensions qui sont des compréhensions de type intuitif. Bon, moi j'ai géré 3, 4, 5, 6 cas, j'ai tiré des conclusions de manière intuitive. Je n'ai pas utilisé la démarche scientifique pour parler à ces conclusions-là. Mais c'est déjà une base, parce que là-dessus on peut faire des hypothèses pour essayer d'aller un peu plus loin. J'ai un questionnement qui va peut-être susciter un rebondissement tout à l'heure. En fait, vous avez, dans votre exposé, parlé du crime international et du crime transnational. Bon, moi, je suis un peu confus. Dans la logique du docteur, j'aimerais qu'on aille un peu, si vous pouvez un peu aller terre à terre. Est-ce que vous avez au-delà de votre définition, est-ce que vous avez un cas pratique d'un crime international, peut-être qui s'est commis au Cameroun, ou bien entre le Cameroun, je ne sais pas, et un autre État. Je voudrais un cas pratique de crime international et un cas pratique de crime transnational, étant donné que ça rentre dans la logique des crimes organisés. Bon, la réponse à cette question va certainement permettre que je rebondisse tout à l'heure. Je vous remercie. Alors, quand on parle de crimes transnational, c'est l'idée qu'il y a eu un mouvement, par exemple, d'un bien illicite d'un pays vers l'autre. Ou alors il y a eu, parmi ceux qui ont commis le crime, les acteurs, les criminels, il y a eu des gens qui ont donné des ordres pour qu'un crime soit commis dans un pays à partir d'un autre pays.
Donc vraiment dans la notion de transnational, je ne voudrais pas que les notions nous compliquent la tâche. Dans la notion de transnational, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se passe entre deux pays. De quelque chose qui d'une manière ou d'une autre nous contraint ou alors impose que la solution prenne en considération les deux pays. Par exemple, si voilà, par exemple, quelqu'un détourne l'argent au Cameroun, ça se retrouve sur un compte en Suisse. Voilà clairement une affaire qui est transnationale. Quelqu'un commande des défenses d'éléphants depuis la Chine et que le braconneur vient s'approvisionner au Cameroun. Voilà un phénomène de criminalité qui est transnational. Je vais vous interpeller sur les principaux attributs du crime organisé. Vous avez parlé ici du monopolitisme, qui veut dire que le crime organisé n'admet pas une certaine concurrence. Si vous parlez de ça, ça veut dire que vous avez fait l'autre, vous ne pouvez pas écrire dans ce que vous ne savez pas. Moi, mon problème ici, c'est pourquoi insister sur le vocable monothéiste. Mono, politisme autant pour moi. Parce que si vous avez souvenance, si vous avez bien fait fouiller les histoires de prise d'otages dans la zone Adamawa et du nord et autres, là-bas, les gars fonctionnent comment? Les gars fonctionnent par de connivence. Il y a un groupe qui fonctionne du côté de la Centrafrique, qui excelle du côté de Maïnganga, d'Adamawa. Il y a un autre groupe qui fonctionne du côté du Tchad, qui vient dans la zone nord. Ces gars communiquent ensemble, ils fonctionnent par connivence. Si les gars fonctionnent par connivence, par acquaintance, il ne faut pas parler de monopolitisme ici. C'est ça mon problème. Pourquoi parler de monopolitisme, sachant que les gars fonctionnent par connivence? Le contexte camerounais, je ne suis pas encore un expert du crime organisé au Cameroun. Je compte bien le devenir très bientôt, mais ce n'est pas encore le cas. Et l'une des raisons, c'est que, comme j'ai dit, on n'a pas de travaux sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, il y a des connaissances comme celles que vous venez d'énoncer qui ne sont pas à la disposition du grand public, faute de personnes qui travaillent sur la question et donc qui les articulent et qui les mettent sur des formats qui sont accessibles au public. Évidemment, il faut faire des études. Moi, je pars du principe que je ne connais rien. C'est-à-dire que si j'ai appris une chose à l'école, c'est que quand derrière c'est la science, on ne spécule pas. Il faut faire des études. Si on n'est pas certain, on fait des études. Les études, comment nous situer sur la nature et le caractère de ces groupes-là. Dans la logique de nos missions, notamment celle d'assistance aux administrations, nous opérons généralement des saisies. Et ces saisies que nous opérons dans le cadre de cette mission dite d'assistance aux administrations, nous les mettons à la disposition de ces principales administrations. Parlant des principales saisies que nous avons effectuées, notamment les engins explosifs ou des médicaments, les engins explosifs, généralement, on les met à la disposition des administrations qui opèrent dans la sécurité. Les médicaments, nous les mettons généralement à la disposition du ministère de la Santé. Donc, cet atelier pour nous permet d'engranger, d'avoir un plus, d'avoir une plus-value. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. Donc, si à travers ce genre de séminaire avec cette thématique, nous pouvons capitaliser et sur le terrain, avec les opérationnels, transmettre cela pour que nous puissions avoir davantage d'autres résultats. Donc voilà un peu à nos niveaux la plus-value, au niveau de l'administration camerounaise, que ce genre de séminaire peut nous apporter. Cet atelier, il arrive à point nommé parce que la gendarmerie nationale saura à sa manière contribuer à la réussite de cet atelier tout en cherchant des solutions adéquates, idoines pour pouvoir travailler avec les chercheurs. Déjà, la gendarmerie nationale aujourd'hui travaille avec certains chercheurs sur le plan de la cybercriminalité. Par exemple, dans le traçage des téléphones et autres, la gendarmerie nationale travaille déjà avec les chercheurs. Ça sera seulement pour permettre à la gendarmerie nationale de contribuer, de continuer dans ce sens. Pour que cet atelier soit riche et important, il va falloir renouveler des colloques pareils, des séminaires pareils. On peut le dire ainsi, tout investissement, tout développement, tout esprit d'entrepreneuriat a besoin
d'une société qui fonctionne sur des bases fiables, en d'autres termes, qui a pu trouver des moyens de juguler une corruption d'un certain niveau. En termes de lutte contre la corruption, justement, en termes de lutte contre le détournement des deniers publics, en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux, en termes de lutte contre le faux, des ateliers comme des ateliers de lutte contre la criminalité organisée ont l'avantage, comme en toute matière d'ailleurs, d'élaborer, on le dira comme ça, un diagnostic qui peut permettre déjà de détecter quels sont les problèmes en termes, quelles sont les difficultés et notamment quels sont les acteurs majeurs qui interviennent dans le cadre de cette criminalité. Cela permet, une fois qu'on a diagnostiqué, de trouver le médicament, de trouver la solution, de trouver la stratégie de lutte la plus efficace. Il est évident dans la plupart des domaines, notamment en matière de douane, notamment en matière de commerce, il y a des stratégies qui ont été mises sur pied pour lutter contre la criminalité. Mais à aborder la criminalité de manière éparse, cela contribue davantage à effriter l'efficacité de cette criminalité. Donc, le diagnostic collectif permet d'aborder ce problème de manière collective. Il permet également de diagnostiquer les problèmes de manière collective et donc d'apporter une solution collective. Vous savez, le crime organisé, c'est une question, c'est un problème de société qui est sérieux. Les victimes en souffrent, souvent physiquement, sinon psychologiquement. Et dans tous les cas, généralement, ils laissent leurs moyens quand elles sont victimes du crime organisé. Nous savons que les criminels eux-mêmes courent un très grand risque de passer un moment important de leur vie en prison quand ils sont attrapés. Donc c'est un problème qui est humainement central. Mais à côté de cela, le crime organisé compromet les capacités de gouvernance de l'État. Et je parle ici de gouvernance politique, parce que l'État gouverne essentiellement en utilisant des lois, des décrets, qu'on utilise pour essayer d'organiser les comportements, en encourageant certains et en décourageant d'autres. Et donc quand l'État décide de décourager certains types de comportements et que des acteurs, des entrepreneurs criminels trouvent le moyen de permettre aux gens de s'adonner à ce comportement-là, ou alors de consommer des produits que l'État interdit, l'État a du mal à gouverner parce que cette capacité-là est compromise par le crime organisé. Donc voilà l'un des enjeux. L'autre est sur le plan économique. Nous savons par exemple que quand un produit est contrefait, l'investisseur initial qui a pris le temps de développer le produit n'est pas motivé et il y a de fortes chances qu'il abandonne. Or, les criminels ne vont jamais se donner la peine de créer une marque, donc d'investir pour que la marque soit reconnue et soit acceptée par le public. Donc il y a des enjeux également économiques, des enjeux de société. Vous savez que quand l'État, par exemple, interdit la consommation d'alcool et que néanmoins, des gens trouvent le moyen de vendre de l'alcool aux étudiants ou de leur vendre des drogues, ces enfants-là ne vont pas acquérir l'éducation qu'on souhaite qu'ils acquièrent. Et donc, en fin de compte, on aura des jeunes qui ne seront pas des adultes responsables, c'est-à-dire utiles à leur société. Donc, c'est en prenant en compte tous ces aspects-là que nous avons pensé qu'il était utile d'avoir cet atelier de réflexion sur le crime organisé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en dépit de son importance dans la société camerounaise, il y a très peu d'études là-dessus. En fait, il n'y en a même pas. Et donc, nous avons donc pensé qu'une façon de procéder, c'est de commencer par identifier avec les parties prenantes les questions qui sont les plus importantes, question d'orienter nos efforts dans la direction qui aura le plus de résultats pour la société et le plus rapidement possible.